Voici le sommaire de ce magazine d'information. D'abord, dans la rubrique confraternellement, l'intoxication mortelle de 2 enfants à Thiaroye. Ils ont été emportés par une soupe qui leur avait été servie à dîner, prétexte d'un focus sur les aliments consommés au Sénégal. Pour en parler davantage, nous avons invité un confrère, Vieux Père Ndiaye, et le correspondant du journal Les Échos dans la banlieue de Dakar. Coin écho sur les salons et foires, une bonne vitrine économique pour se vendre. Entretien dans cette totale avec un spécialiste des salons professionnels. Boubacar Cissé sera avec notre spécialiste maison Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, zoom sur la photographie, l'art sans doute le plus démocratique de nos jours, mais attention, il y a photographes et photographes. L'épidémie de coronavirus en Afrique, quelle stratégie pour faire face à la redoutable maladie au niveau sous-régional, voire continental? Notre diplomate, Dr Aloïse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé du Sénégal. Ailleurs à Mbacké et ses nombreux garages automobiles encore très informels. Nous irons aussi en Mauritanie pour en savoir plus sur la lutte engagée par le président Ghazouani contre les faux médicaments. Et puis, portrait d'un animal qui impressionne Sa Majesté, le roi le lion face à la caméra d'ITV. Bienvenue. Deux enfants meurent intoxiqués à Thiaroye. Les adolescents ont avalé une soupe qui s'est révélée mortelle. C'est le prétexte pour nous ce soir pour nous interroger sur notre alimentation. Comment les aliments que nous mangeons arrivent dans nos assiettes? Comment se passent les analyses dans les laboratoires? Des questions essentielles certes, mais certains pensent qu'on devrait aussi mettre l'accent sur notre éducation alimentaire. C'est un reportage de Boubacar Dieng, Souleymane Beng, Sidignan et Moussa Fall. Un esprit sain dans un corps sain. Pour un corps sain, il faut une alimentation saine. Les produits ou aliments que nous consommons viennent soit de l'étranger, soit du terroir. Dans les deux cas, ces aliments sont soumis à un contrôle strict avant d'être mis sur le marché. L'ANAC, Laboratoire National d'Analyse et de Contrôle, donc, est un organisme d'attestation de la conformité, donc chargé de réaliser les analyses à la fois microbiologiques et physico-chimiques des aliments pour réaliser en tout cas le contrôle des produits alimentaires du commerce, les produits à la fois importés comme les produits locaux, les produits disponibles dans les circuits de distribution. Pour délivrer le permis de mise en vente, la direction du commerce intérieur s'appuie sur le laboratoire national d'analyse qui comprend 2 sections. L'une s'occupe de l'analyse des dangers microbiologiques, l'autre du contrôle physico-chimique. C'est ici où nous faisons nos analyses. Les analyses, ici, on recherche tous les micro-organismes. Donc, on cherche la flore aérobie mésophile totale. La flore aérobie mésophile totale, c'est tous les germes qui poussent dans un échantillon. Et on cherche sur PCA. On cherche aussi les coliformes totaux, comme les coliformes thermotolérants, qui sont des micro-organismes d'hygiène, des germes d'hygiène qui montrent si le produit a été fait dans de bonnes conditions d'hygiène. Et après, on cherche tout ce qui est pathogène, comme les salmonelles, les staphylococcus coagulase plus. Les salmonelles, c'est ce qui provoque les intoxications alimentaires. Si l'aliment arrive ici, on a des normes de contrôle, c'est-à-dire que pour chaque produit, il y a des normes qui fixent les teneurs limites en contaminants ou en micronutriments. Donc, on vérifie si ce produit est conforme par rapport aux normes nationales ou internationales qui existent dans notre pays. Après analyse et certification, ces produits alimentaires atterrissent dans le panier de la ménagère avant de finir dans nos assiettes. Mais avant cela, il faut une bonne conservation et une bonne cuisson. D'abord, penser aux mesures d'hygiène, parce que ça, c'est primordial.
Vous savez, il y a des mesures d'hygiène qui vont avec la préparation, en amont même, avant même d'aller à la préparation. Le choix des aliments, comment ça a été conservé, le temps de cuisson des aliments, parce que vous savez que la chaleur détruit pas mal de micro-organismes, mais ça dépend. Ça dépend du degré d'infestation du produit et tout ce qui s'est passé avant. Parfois aussi, les moyens de conservation ne suivent pas. Parfois, s'il s'agit de la viande, c'est denrées périssables, viande, poisson, etc. Parfois, on conserve mal. La chaîne de froid est interrompue entre-temps. Et en général, nos bonnes dames ne connaissent pas ces méthodes-là. Il y a quelques jours, 2 enfants sont morts d'une intoxication alimentaire et ce n'est pas le premier cas au Sénégal. Cependant, les avis divergent à la question de savoir si l'on mange bien au Sénégal. L'alimentation est saine, elle est bonne au Sénégal. Moi, je dirais oui, parce que vous êtes là et je suis là. Nous ne sommes pas bons. C'est pas parce que nous regrettons d'ailleurs ces cas, mais c'est pas parce qu'on a trouvé 1 ou 2 cas qu'on peut véritablement pointer le doigt, n'est-ce pas, l'alimentation au Sénégal. Nous avons un problème d'alimentation. Parce que nous avons des habitudes alimentaires qui ne vont pas tellement avec les recommandations en matière de nutrition. Nous savons que déjà notre alimentation, elle n'est pas tellement diversifiée. Vous savez que nous, au Sénégal, pour faire notre fameux thiéboudienne, on met d'abord beaucoup d'huile. Cette huile-là, au départ de la cuisson, on laisse surchauffer. Tout ça, c'est pas bon. Vous mettez la denrée dans le fond de la marmite, vous laissez cramer, brunir, etc. Ces substances nocives-là qui se forment au fond de la marmite, c'est ça que nous allons consommer. Quand ça s'installe tous les jours, c'est ça qu'on fait, là, ça pose problème. Pour éviter les problèmes liés à l'alimentation, Fallou Sarr préconise la mise en place d'une agence nationale de sécurité sanitaire des aliments afin de sensibiliser les populations. Et c'est l'occasion maintenant, en tout cas, moi, et ça c'est une position personnelle, qu'on aille vers là où sont la plupart des pays, c'est d'aller vers la mise en place d'une agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Parce que si vous allez en France, vous en avez, si vous allez en Côte d'Ivoire, etc., ils en avaient. Et cette agence permet aujourd'hui véritablement de prendre en charge, n'est-ce pas, tout ce qui est sécurité sanitaire des aliments, mais aussi a le rôle de pouvoir sensibiliser les populations sur les dispositions à prendre en termes de conservation des aliments, en termes de préparation des aliments, mais également en termes de position à prendre en cas de crise. Manger, c'est bien, mais bien manger, c'est encore mieux. C'est sur ces principes que Marie-Louise Gueye se fonde pour suggérer l'introduction d'études nutritionnelles dans le curriculum. Notre invité, Vieux Père Ndiaye, correspondant du journal Les Échos en banlieue dakaroise. Bonsoir, Vieux. Bonsoir, maman. Alors, votre journal a fait écho de ce drame qui s'est déroulé à Thiaroye. 2 enfants qui sont décédés à la suite d'une intoxication alimentaire. On leur a servi une soupe. Est-il vraiment prouvé qu'ils sont décédés à cause de cette intoxication? Bon, merci, Mamadou. Merci pour l'invitation. Permettez-moi d'abord, n'est-ce pas, de présenter mes sincères condoléances à la famille Diallo, à Thiaroye, et puis en plus prier Allah pour qu'il leur donne la foi de pouvoir remonter la pente. Parce que franchement, c'est pas évident. N'est-ce pas, un parent qui perd, n'est-ce pas, d'un de ses fils d'un seul coup, n'est-ce pas, dans des conditions pareilles. Et à la suite d'une intoxication. Exactement. Ça, c'est prouvé. C'est prouvé. D'ailleurs, c'est l'occasion franchement de préciser que exactement ces enfants, n'est-ce pas, sont morts suite à une intoxication alimentaire probable. Probable parce que dans le rapport de l'autopsie que j'ai eu, n'est-ce pas, à parcourir, ils ont bien parlé de mort par intoxication alimentaire probable, n'est-ce pas. Donc maintenant, quand j'entends des gens parler de crises d'asthme, n'est-ce pas, consécutive à une tempête de la poussière qui s'est abattue mardi dernier, franchement, ça me paraît trop gros pour être vrai. Franchement, parce que les enfants sont décédés le lundi. Donc cette tempête de poussière s'est abattue sur Dakar le mardi. Donc il y a un problème. Lundi soir. Lundi soir. Une soupe servie à dîner. Non, la soupe a été servie le samedi. Ah, samedi nuit. Samedi nuit, ils ont eu, n'est-ce pas, de la diarrhée, des vomissements, n'est-ce pas, durant toute la nuit. Le lendemain, dimanche,
Ils ont été conduits, n'est-ce pas, à l'hôpital Roi Bonnet de Guédiawaye. Ils ont été pris en charge. Le lundi maintenant, soir, aux environs 17h, ces enfants sont décédés. Et après cela, bon, maintenant, les corps ont été remis aux parents. Maintenant, au moment de faire la prière mortuaire, autre là, la police a été saisie. Et puis la police est venue là-bas pour demander aux parents, n'est-ce pas, de faire l'autopsie sur les enfants. Ils avaient quel âge? L'un avait 1 an, l'autre avait 5 ans. Donc ils étaient 3. Oui. 3. Oui. Donc il y avait le gosse qui avait 1 an, Oui. le gosse qui avait 5 ans et l'autre qui avait 8 ans. Oui. N'est-ce pas? Les deux maintenant sont décédés. Les deux premiers. Exact, les deux premiers, exactement. Ok. L'un qui a 1 an et l'autre qui a 5 ans. Exactement. C'est comme ça que les choses sont passées. L'enfant âgé de 8 ans a survécu à cette Exactement. intoxication. Même les parents aussi étaient touchés. Mais ce n'était pas aussi grave que les enfants. C'est toute une famille. Exactement. C'est toute une famille qui a été touchée, n'est-ce pas, par cette affaire. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui est courant, cette intoxication alimentaire? Est-ce que c'est courant dans cette zone du pays, pour ne pas dire la banlieue de Dakar? Oui, c'est courant parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans la façon, n'est-ce pas, de préparer nos repas, dans nos maisons, n'est-ce pas, dans les restos et dans les gargotes, parfois il y a aussi un problème d'hygiène. Franchement, les gens ne prennent pas trop, n'est-ce pas, le soin, n'est-ce pas, de bien nettoyer les aliments avant, n'est-ce pas, de commencer à faire la préparation. Donc ce problème, vraiment, il est là. Il est là aussi au Sénégal, n'est-ce pas? Donc je dis qu'aujourd'hui, il est urgent, n'est-ce pas, pour tout un chacun, n'est-ce pas, de faire davantage preuve, n'est-ce pas, preuve, n'est-ce pas, je sais pas comment dire ça. De prudence. De prudence, exactement. Précaution. De précaution, n'est-ce pas, pour ne pas tomber dans ces genres de situations. Oui. Parce qu'aujourd'hui, franchement, partout, bon, chaque coin de lui, à Dakar, n'est-ce pas, dans la banlieue, partout au Sénégal, on voit des gens, n'est-ce pas, qui vont comme ça. Oui, les aliments de la rue. Les aliments de la rue, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui laissés à l'air libre. N'est-ce pas, il n'y a rien. Parfois, devant quelqu'un qui vend de la pastèque, des tranches de pastèque, qui sont là laissés à l'air libre. Il m'arrive des fois d'interpeller certains parmi eux, de dire que non, écoutez, il faut couvrir ça. Parce qu'il y a aussi les véhicules qui passent. Quand les véhicules passent, il y a vraiment de la poussière. N'est-ce pas? Et puis on ne sait jamais. Et autres particules d'ailleurs. Oui. Exactement, et autres particules qui pourraient vraiment atterrir, n'est-ce pas, sur ces aliments, n'est-ce pas, qu'on vend ou bien qu'on distribue aux gens à tout va. Oui, mais vieux père, ici quand même, c'est une soupe qui a été servie dans une maison. Il y a une enquête qui est en cours là? Oui, il y a une enquête, il y a toujours une enquête qui est en cours, même si l'autopsie révèle, n'est-ce pas, effectivement que ces gosses sont décédés suite à une intoxication alimentaire, il y a une enquête qui est en cours. D'ailleurs, on parle, n'est-ce pas, d'une analyse toxicologique, n'est-ce pas, qui devrait être faite, n'est-ce pas, pour pouvoir davantage, n'est-ce pas, voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il y avait, n'est-ce pas, dans la soupe? Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait dans la soupe, quoi? La matière, je ne sais pas, toxique ou autre là qu'il y avait dans la soupe. Donc il y a une analyse, n'est-ce pas, qui est en cours, n'est-ce pas? C'est juste pour voir, n'est-ce pas, ce qu'il en est réellement. Mais ce qui est constant, c'est que ces gosses sont décédés suite à une intoxication alimentaire. C'est après avoir mangé de la soupe, n'est-ce pas, qu'ils ont eu de la diarrhée et des vomissements, n'est-ce pas, ce qui a été fatal pour ces deux gosses. Oui, et puis il faut noter que souvent il y a d'importantes saisies de marchandises, d'aliments impropres à la consommation. Il y a certains qui disent qu'il faut aussi éduquer les Sénégalais en matière d'alimentation. C'est une idée pertinente. Mais tout à fait, absolument, je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on éduque certains Sénégalais. Ce n'est pas tout le monde. Il y a certains, n'est-ce pas, qui savent comment ça se passe. Mais il y a d'autres, par contre, n'est-ce pas, qui ne se connaissent pas. Ou bien qui le font, n'est-ce pas, par... je ne sais pas comment dire ça. N'est-ce pas, ils le font, n'est-ce pas, de manière express. Donc ils savent très bien que ça, c'est pas bon. Mais bon, ils s'en fichent. Ou parfois ça peut être bon, mais à quel moment de la journée il faut le manger? Tout à fait. Comment le manger? Exactement, ça aussi c'est vrai. Parce que la nuit, bon, il est recommandé de manger léger. N'est-ce pas? Parfois ça aussi c'est vrai. De toute façon, dans la préparation... Encore que la soupe, elle est très légère. Hein. Tout à fait, elle est très légère. C'est incontestable. Oui. Elle est très légère. Oui. Même d'ailleurs, vous me permettez un peu de qui? Parce que même quand on a eu, n'est-ce pas, à vérifier davantage, à interpeller certaines gens, on nous a dit que la famille a l'habitude, n'est-ce pas, d'acheter, n'est-ce pas, de la soupe, n'est-ce pas, auprès de cette vendeuse. N'est-ce pas? Donc il n'y a eu jamais de problème. N'est-ce pas? Aujourd'hui, bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais en tout cas, cette soupe a été achetée auprès d'une vendeuse. N'est-ce pas? Ça n'a pas été préparé, n'est-ce pas, dans la maison, chez la famille Diallo. Très bien. Merci, vieux Père Ndiaye, correspondant du journal Les Échos en banlieue de Dakar. Bonsoir chez vous et bonsoir à nos confrères aussi. Merci bien. Merci et revenez quand vous voulez. Merci bien. La suite de la totale.
La rubrique économique de la Total s'intéresse aujourd'hui aux salons, expositions et autres foires, de véritables vitrines pour un pays. La preuve, ils mettent en exergue l'expertise locale et les potentialités des différents secteurs économiques. Dossier Oumou Kalsoumba Barasso. Les salons, les expositions ou encore les foires rassemblent des professionnels d'ici et d'ailleurs de divers secteurs d'activité. Ces événements ont un réel impact économique. Ils mettent en exergue les atouts du pays en termes de business. Il est extrêmement important d'organiser des salons et des foires d'exposition dans une économie parce que ces organisations qu'on appelle des événementiels en marketing constitue une vitrine de l'économie, ce qu'on appelle vitriol économique. Une économie doit être animée et cette animation, il en fera partie l'organisation de salons et de foires qui permettent à d'autres pays, à d'autres entreprises, dans le cadre de leur internationalisation, puissent présenter les nouvelles savoir-faire, les nouvelles aptitudes à avoir pour réduire la fonction de coût et ensuite avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. Pour le Sénégal, avec un tissu économique dominé par le secteur informel, il faut une meilleure coordination afin de capter davantage d'opportunités d'affaires. Sur le plan organisationnel, on doit revoir et refaire parce que nous avons une économie totalement désarticulée, composée par la plupart par le secteur informel. Donc il va falloir que les autorités puissent prendre la main et poser les métiers des acteurs sur le plat et ensuite d'essayer de le structurer, de formaliser le secteur informel. Je ne sais pas si vous regardez, même les gens qui sont dans l'informel organisent à côté de leurs marchés respectifs des foires et des salons à leur manière. Donc il appartient à l'État de formaliser tout ça. Comment faire pour créer de nouvelles opportunités d'investissement et comment faire pour convaincre de nouveaux investisseurs internationaux à participer et chercher à s'installer? Essayez de voir la demande des visiteurs. Essayez de voir réellement quelles sont les attentes des exposants. Et ensuite mettre le numérique. Pourquoi pas digitaliser? Pourquoi pas essayer de faire de sorte que les acteurs intégrés vont être les inspirateurs du système parce que c'est un avantage concurrentiel que le Sénégal doit avoir géographiquement et l'exporter comme étant un produit comme les autres. Beaucoup d'arguments militent en faveur des salons et foires et des retombées économiques réelles, mais on peut aisément retenir les effets potentiels sur le commerce national et sur le positionnement international du pays. Par ailleurs, le succès d'une foire est bénéfique au pays organisateur à plus d'un titre. Invité Coin Éco, Boubacar Cissé, spécialiste des salons professionnels, entretien réalisé par Mamadou Ndiaye. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamadou. Bonsoir monsieur. Monsieur Cissé est comme vous l'avez dit effectivement, est un spécialiste des salons, inspecteur de la coopération justement pendant longtemps. Il connaît le monde rural, il connaît également les échanges entre le monde rural et le monde urbain. Et plus tard, il est devenu justement donc spécialiste des salons. Monsieur Cissé, de plus en plus on parle de salons et foires. Pourquoi l'association des deux alors que traditionnellement les deux s'opéraient distinctement? Voilà, je vous remercie pour cette invitation, cette opportunité que vous nous offrez. Je voudrais à l'entame de mes propos, vraiment rendre grâce à Dieu. Dans la mesure où je suis rentré à la coopération très jeune, 17-18 ans, et voilà 55 ans que je suis au service du monde rural. J'ai bourlingué à travers le pays, dans les coins et les recoins du Fouta, par exemple, de la Casamance, où j'ai fait 10 ans. Donc pendant 25 ans, j'ai été fonctionnaire et depuis, disons, 30 ans, je suis au service du monde rural. Et singulièrement du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR, où j'ai assumé d'abord les charges de trésorier général en 1993, ensuite de secrétaire chargé de la communication pendant des années. Et ce qui m'a amené à un moment donné à me dire, mais pourquoi ne pas être un leader? Ainsi, j'ai eu à créer l'Union nationale des apiculteurs. Apiculteurs, ce sont les éleveurs d'abeilles. Et pour vous dire aussi que, parallèlement, on a eu à l'idée, au niveau du CNCR, de créer véritablement un espace de communication pour faire la promotion de nos métiers
tant qu'agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et autres, mais aussi de nos produits. Parce qu'effectivement, faudrait-il que tout un chacun puisse reconnaître que c'est tout un métier. C'est même une chaîne de valeur. Et une chaîne de valeur. Très bien. Et donc, on a eu à mettre sur pied la FIARA en 1999, la toute première édition avec le président Abdou Diouf. La deuxième édition, ça a coïncidé avec l'alternance. Le président Wade est venu à plusieurs reprises. Et donc, la FIARA fait son bonhomme de chemin. Alors, pourquoi maintenant salon et foire en même temps? Bon, salon, ça fait plutôt professionnel. Oui. En ce sens que c'est un espace de communication pour des institutions. Vous venez, vous exposez peut-être des échantillons, vous échangez le B2B, comme on dit. Et donc, c'est pour 3 jours, 4, 5. En Europe, ça peut tenir la route. Mais ici, en Afrique, c'est tout autre chose. Parce qu'on a plutôt l'habitude de voir ou de pratiquer les louma. Et donc, ceux qui viennent exposer, ils viennent surtout pour vendre. Ils viennent en de grosses quantités. Quand vous venez à la FIARA, peut-être il y a quelques tonnages qui sont exposés, mais ailleurs, en ville, quelque part, c'est plusieurs tonnes de riz, par exemple, qui sont prêts à assurer un stockage au niveau de l'exposition. Les étrangers qui nous viennent aussi, ils viennent de loin, et aussi ils viennent avec beaucoup de produits, ils viennent avec des camions de produits de qualité et autres. C'est pour vendre. Donc, à la fois, pour la FIARA, c'est à la fois un espace salon par rapport à nos institutions qui nous accompagnent, mais foire, marché louma pour donc les commerçants et commerçantes qui viennent avec de grosses quantités de produits. Mais alors, c'est dire aussi que dans la répartition spatiale, les institutions, quand vous les isolez pour faire classique, quelque part, ils nous demandent, les représentants nous demandent, mais pourquoi nous isoler? Parce qu'effectivement, il y a sur peut-être 100 visiteurs, peut-être seulement 20 s'intéressent à ce que font certaines institutions. Okay. Ils veulent donc un cachet populaire, mais tout en ayant également aussi l'exigence que requiert effectivement leur propre métier. Alors, M. Cissé, une foire, c'est un marché. Un salon, c'est également un marché. Ouais. Mais quand tout le monde apporte la production, est-ce qu'en amont, vous avez contrôlé le conditionnement de ces produits pour qu'au moins le public qui vient les acheter achète justement des condiments dans des conditions quand même assez bien préservées? C'est une bonne question, parce que ce qui nous a amené par 2 fois, parce qu'à chaque édition, il y a une thématique. Et donc, par 2 fois, nous avons eu à retenir l'emballage comme thème principal des éditions de la FIARA. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au départ, c'était du n'importe quoi, je m'excuse du terme. Mais on a pris le soin d'éduquer, de former, de faire des débats autour de l'étiquetage, autour donc de l'emballage, et de plus en plus ça s'améliore. Les exposants comprennent que c'est effectivement l'emballage a une valeur, c'est une valeur ajoutée par rapport au produit. Et donc de plus en plus ça s'améliore. Qu'avez-vous remarqué depuis que vous tenez justement cette manifestation, qui est maintenant une manifestation aussi très importante dans l'agenda des manifestations commerciales du pays et de la sous-région? Parce que vraiment la FIARA, on touche du bois, elle est courue par la sous-région, mais aussi par des industriels venant de différents pays. On a des appels depuis Moscou, de partout. Les gens, des industriels voudraient participer d'une manière ou d'une autre à la FIARA. Mais alors on sent que les expositions et les exposants améliorent leur comportement, leurs prestations au niveau de la FIARA. La présentation c'est à saluer. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que la FIARA est une idée originale et son originalité réside dans le fait que ce sont des organisations de producteurs qui ont
promu la FIARA, qui l'ont concocté, qui l'ont confié à moi-même et à toute une équipe pour faire de la FIARA ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Un grand carrefour où, au-delà des expositions, des échanges B2B, mais aussi c'est des grands forats autour des thématiques que nous choisissons méticuleusement. Parce que pendant les toutes premières années, c'était peut-être des thématiques qui nous intéressaient à nous, Sénégalais. Mais la sous-région, les autres participants de la sous-région nous ont dit, mais attention, faites attention. Nous sommes là et nous voudrions effectivement que les thématiques aussi, que nos préoccupations soient prises en compte. Ce qui fait que... D'accord. Alors, la dernière question, tout à fait au début de la FIARA, ça se tenait donc à la place de l'Obélisque. Et puis 15 ans ou 10 ans plus tard, maintenant vous êtes à la Foire de Dakar. Vous taquinez un peu la foire ou bien vous êtes en train de grignoter des positions? Voyez-vous, la toute première édition de la FIARA, nous avons voulu la tenir au CICES. Mais il y a eu des grincements qui ont des réticences. Et, fort heureusement, la commune de Dakar nous a offert l'Obélisque. Pendant 10 ans, nous avons organisé la FIARA à la place de l'Obélisque. Mais depuis 10 ans aussi, on est au CICES, dans la cour des grands, où on a réussi véritablement avec l'équipe présente à trouver les bons contacts, les bonnes dispositions qui nous encouragent à véritablement continuer. Et les bons prix sûrement. Hein? Merci. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci Mamoudou Ndiaye, merci Boubacar Cissé, spécialiste des salons professionnels. Nous parlions justement des salons, expositions et autres foires. Bouillon Culture, la photographie à l'honneur ce soir, c'est sans doute l'art qui a le plus évolué au cours de ces dernières années. On est loin, très loin même de l'époque de la pellicule. Grâce à la révolution technologique, la prise de vue s'est beaucoup démocratisée. Avec le téléphone portable, chacun peut prendre ses propres souvenirs. Toutefois, le numérique n'a pas encore réussi à percer tous les secrets de l'art de la photographie. Réaliser une œuvre artistique demeure encore l'affaire des connaisseurs dans ce domaine, une affaire de professionnels. Le sujet d'Oussama Monique Sagna. Prendre une photo semble facile, le geste est devenu banal et à la portée de tous. La photo n'est plus aussi impressionnante qu'à l'aube de son invention, mais cela n'en fait pas moins un art. La photographie d'art, oui, elle existe parce que la photographie d'art a été acceptée depuis le début du XXe siècle. Et par le combat des photographes, je me rappelle, il s'appelle Alfred Stieglitz, qui est américain mais qui est d'origine allemande, et un Français, Paul Strand, et un grand collectif qui se sont battus vraiment pour que la photo soit reconnue parmi les arts visuels. Et actuellement, après le cinéma, après le 7e art, donc c'est la photographie qui occupe la 8e place. En tant qu'art, la photographie est un outil puissant, témoin de son temps pour parler des situations politiques, économiques ou sociales dans le monde. Bon, je ne me réclame d'aucune tendance photographique. Je me dis que je suis photographe et je suis contemporain et j'ai pour mission d'être témoin de mon temps. Et c'est en ça que je travaille actuellement sur un projet ethnophotografique avec un socio-anthropologue pour voir tout ce qui est trait à la diversité culturelle des peuples. Et parce que je pense que ça, c'est le fondement de notre société, la culture. Parce qu'en chaque personne est influencée ou chaque personne est déterminée par sa culture. Mais au Sénégal, beaucoup soustraient le photographe du cercle des artistes par méconnaissance de son côté création. D'abord, le Sénégalais, quand tu dis je suis artiste, après, là, ça fait longtemps, moi, je me rappelle, un policier m'avait arrêté. Bon, moi, je dis, grand, moi, je suis un artiste, quoi. Après 10 minutes, il vient, il me dit, faut voyer, quoi, fan ngay voyer. Donc, la population, quand tu dis artiste, eux, c'est la musique.
Donc 80% c'est la musique. Maintenant le reste, quand tu dis artiste, il pense peinture ou sculpture. Mais photographie, ils ne mettent pas ça dans le... La photo, c'est simple, tout le monde est photographe, on le devient. Donc au Sénégal, on le devient. Donc... Pour faire face à cette banalisation ou cette méconnaissance de la photographie, l'artiste Ousmane Ndiaye Dago repense l'offre de formation afin d'inciter les jeunes à la pratiquer. Et en Europe, il faut des études, parce que parfois c'est 5 ans après le bac. Mais nous, comme j'ai expliqué, c'est des métiers qu'on devient photographe, on devient musicien, on devient caméraman, on devient... Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des écoles aussi pour que les gens sachent que la photo, c'est du sérieux, quoi. Tu vois. Donc, mais je vais mettre photo et design. Donc, parce que c'est ça qui nous fait gagner de l'argent. Parce que, en fait, tout est design. Tout, quand tu marches, quand tu entres dans les supermarchés, partout, c'est l'identité. Donc, moi, je mélange les deux et dans 5 mois, je compte ouvrir l'école. Voilà. La photographie s'est démocratisée grâce aux nouvelles technologies. Néanmoins, certains clichés immortalisent et consolident le côté artistique de la photo qui met encore et toujours au grand jour de véritables œuvres d'art. Bonsoir. Pour la photo, Oussama Monique Sagna, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Est-ce que toutes les disciplines photographiques sont artistiques? Et non, toutes les disciplines photographiques ne sont pas artistiques, sinon on allait se retrouver avec des artistes un peu à chaque coin de rue. Le photojournalisme, le paparazisme et la photoreportage ne sont pas des disciplines artistiques de la photographie. Parce que ces photographes, au moment de capturer une scène, ne cherchent pas à transmettre des messages ou réveiller des émotions. Ils doivent avec précision décrire ce qu'ils voient sur le terrain. Donc, ils font pas d'interprétation, tout le contraire de l'artiste photographe qui a plus de liberté à travers des retouches, des corrections qu'il peut faire sur un cliché afin de réveiller des émotions ou de décrire le monde par rapport à sa vision, de faire une interprétation du monde qu'il a en face. Et qu'en est-il de la notoriété de ces artistes photographes? Vous savez, les Sénégalais aiment la photographie. Dans chaque salon, vous allez voir les photos d'un membre de la famille ou bien de toute la famille, mais ils n'achètent pas les photos en tant qu'œuvre d'art. La seule photo qu'on peut peut-être qualifier d'œuvre d'art, c'est la photo du marabout. Mais cela n'empêche pas que nos artistes photographes ont de la notoriété, qu'ils soient toujours de ce monde, comme Ousmane Ndiaye Dago, qui fait beaucoup de biennales, la Biennale de Venise, la Biennale de la Havane, ou bien ces œuvres qui sont projetées au niveau du métro de Naples, ils ont de la notoriété. Même ceux qui ne sont plus là, comme Feu, Salah Kassé ou bien Mama Kassé, leurs œuvres sont partout dans les musées à travers le monde ou bien dans les collections privées, dans de grandes collections privées. Le Sénégal regorge donc d'artistes photographes. Tout à fait, à l'instar de ceux que je viens de citer, Mama Kassé et son frère Salah Kassé, Ousmane Ndiaye Dago, Maktar Ndour, Fatou Kandé Senghor, les plus jeunes comme Malik Weli ou bien Inacham. Entre autres, il y en a d'autres bien sûr. Alors, comment travaillent-ils? Leur activité se limite-t-elle juste à faire des clichés? Non, pas forcément que faire des clichés. On fait appel à eux pour ceux qui ont élargi leur champ d'action avec le graphisme, comme Ousmane Ndiaye Dago, mais aussi ils travaillent en binôme. Par exemple, Maktar Ndour est en train de travailler avec un ethno-anthropologue pour faire des ouvrages qui seront illustrés, des ouvrages destinés à l'histoire africaine qui seront illustrés par des photos. Donc ce sera fait entre ces deux artistes, ou bien un artiste et un ethno-anthropologue. Il y a également Malik Weli qui a travaillé avec Xavier Ricourt. Récemment, ils ont sorti un livre qui s'appelle La gare de Dakar. Toutes les photos des gares de Rufisque ou de Dakar que vous verrez, ces photos ont été réalisées par Malik Weli. Donc ils font que photographier ou exposer. Ils travaillent en binôme avec d'autres personnes. Et il y a des rencontres dans ce domaine au Sénégal, dans la sous-région? Les rencontres pour la photographie sont un peu rares comparées à d'autres types d'art, mais n'empêche, on a la rencontre photographique de Bamako, qui est une biennale tous les 2 ans. Il y a récemment aussi la création de la Fédération africaine sur l'art photographique,
FAP. Donc, ils organisent de temps en temps des expositions. Surtout l'année passée, au mois de février 2019, ils ont organisé quelques exposés pour fêter leur anniversaire. Donc, ça n'existe pas tellement, mais on commence à s'y mettre. Même à Saint-Louis, vous verrez peut-être un musée dédié à la photographie. Et là, quelques œuvres de Mama Kassé, qui est un des précurseurs de la photographie en Afrique, au Sénégal, sont exposées. Il reste quand même beaucoup de travail à faire pour faire connaître cet art au Sénégal. Photo, Monica. Oui, mais ça ne fait pas de toi un artiste. Merci, Oussama Monique Sagna, pour ce bouillon culture. Docteur Aloïse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, est notre diplomate ce soir. Nous allons parler du coronavirus. Bonsoir, Monsieur Diouf. Bonsoir, Monsieur Khan. Alors, le sentiment qui se dégage est que l'épidémie se rapproche du Sénégal. Partie de la Chine, la maladie est signalée en Afrique, notamment au Nigeria, avec la présence d'un ressortissant italien qui a été contaminé. Comment cette nouvelle est accueillie au niveau du ministère de la Santé au Sénégal? Je vous remercie, Monsieur Khan. Comme vous venez de le dire, nous constatons de plus en plus l'avancée de la maladie à coronavirus dans le monde et particulièrement en Afrique. Pour la première fois, l'Afrique de l'Ouest est concernée à travers le Nigeria. Et cela nous renforce dans notre idée et dans nos dispositions qui consistaient à toujours disposer d'un plan de riposte dynamique. Je m'explique. Autant nous avions très tôt réagi en formant nos acteurs dès l'apparition de la maladie en Chine, autant aussi nous avons dit, en élaborant le plan de riposte du Sénégal, que ce plan allait monter crescendo en fonction de l'avancée de la maladie. Et donc, nous avons vu cette maladie se propager dans le monde tout en ayant un nombre de cas réduit. Nous nous sommes dit que nous, au Sénégal, il nous fallait renforcer davantage ce dispositif et c'est le cas actuellement avec les dispositions qui sont prises à l'aéroport, au niveau des autres portes d'entrée, mais surtout le renforcement de la mise à niveau de la structure de prise en charge, notamment au niveau de l'hôpital FAP. Alors, il y a un risque élevé avec ce qu'on pourrait appeler les cas importés. Oui, on en a connu lors de la fièvre Ebola, l'épidémie d'Ebola. Oui, et justement, je crois que nous avons aussi retenu les leçons du passé en disant que avec la fièvre à maladie à virus Ebola plutôt, nous avions très tôt renforcé notre dispositif au niveau des portes d'entrée, surtout au niveau de l'aéroport, et il s'est révélé que le cas importé était passé par les frontières terrestres. Cela veut dire qu'il ne faut négliger aucune porte d'entrée. Il faut faire en sorte qu'aussi bien au niveau du port, de l'aéroport, mais aussi au niveau des frontières terrestres, les dispositifs soient sur le qui-vive. Et d'ailleurs, vous avez entendu la dernière fois à Ziguinchor un reportage des éléments du ministère de la Santé, mais aussi vous avez entendu le commissaire chargé des frontières aériennes et terrestres, le commissaire Bourg, décliner tout le dispositif qui était mis en place. Oui, oui, allez-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que dans la prise en charge, il y a deux aspects qui nous paraissent importants. C'est la préparation du pays, c'est-à-dire la mise en place de tout le dispositif de sensibilisation. Il faut continuer à sensibiliser les populations. Il faut renforcer la surveillance aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau des portes d'entrée. Mais d'autre part aussi, il nous faut prendre en charge les cas, au cas où personne ne le souhaite, mais nous disons aussi que nous ne pouvons pas garantir l'entrée de la pénétration de
du coronavirus au Sénégal. Et par conséquent, il nous faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir éteindre le foyer, tout foyer épidémique qui surgirait dans notre pays. Mais justement, Aloïse Waly Diouf, est-ce que l'apparition de ce cas, je précise encore qu'il s'agit d'un ressortissant italien au Nigeria, ne devrait pas pousser peut-être les États membres de cet espace d'organiser une rencontre de haut niveau pour davantage harmoniser leur stratégie? Je vous remercie de me permettre de parler de ces rencontres de haut niveau. Vous savez, la première rencontre ministérielle dans le cadre de la maladie à coronavirus a été organisée par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Elle s'est tenue au Mali et le ministre de la Santé était présent. Il s'agissait de coordonner les activités de préparation et de riposte, de partager un certain nombre d'informations sur la maladie, mais surtout de préconiser et d'encourager le partage des informations entre les pays, des informations sanitaires entre les pays. Après cette rencontre de Bamako, il y a eu une rencontre à l'échelle Union africaine qui s'est tenue ce samedi 22 février, où j'ai eu l'honneur de représenter de la santé, et les objectifs étaient les mêmes, c'est de fournir aux États membres de l'Union africaine donc les informations. Il s'agissait de discuter et de pouvoir convenir d'une stratégie continentale et d'une approche aussi commune pour la question de l'accueil des étudiants, des échanges avec les pays touchés. Et je crois que c'est des éléments importants qui ont permis à la fois de pouvoir évaluer, parce qu'il y a eu une évaluation qui est faite sur le niveau de préparation de chaque pays, mais aussi mettre en branle un processus de renforcement des pays pour la préparation. À titre d'exemple, au moment où on tenait cette réunion, il n'y avait que 2 pays en Afrique qui étaient capables de faire le diagnostic du coronavirus. C'était le Sénégal et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes presque à une trentaine de pays africains qui sont capables de poser ce diagnostic. Justement, à cette rencontre au niveau continental, il avait été fait cas d'un moment d'une stratégie commune, mais pas seulement, pour le rapatriement éventuel de ressortissants africains de la Chine. Est-ce que ce projet est aujourd'hui enterré ou est-ce qu'il est toujours d'actualité? Lors de cette rencontre, effectivement, cette question a été discutée, mais la position qui est ressortie, c'est de nous conformer au règlement sanitaire international que les pays ont ratifié. Et ce règlement sanitaire international, en termes de frontières, ouverture, fermeture des frontières, préconise la non-fermeture des frontières. Pour ce qui est maintenant du rapatriement des États, cela est laissé, des étudiants et autres, cela est laissé à la libre guise des États. Mais ce qui a été surtout proposé lors de cette réunion, c'est un dispositif qui puisse sécuriser le rapatriement des étudiants en tout cas des Africains travaillant en Chine. C'est une piste donc qui n'est pas définitivement fermée, on peut le dire ainsi. Alors, docteur Aloïse Waly Diouf, on va terminer par là. La rédaction me signale qu'une délégation sénégalaise était au Salon de l'Agriculture à Paris où un maire a été contrôlé positif au coronavirus. Cette délégation est censée rentrer mardi. Est-ce que vous confirmez ces informations d'abord et quelles sont les précautions qui ont été prises éventuellement? Ce que je peux confirmer, c'est qu'il y avait bel et bien une délégation sénégalaise au Salon de l'Agriculture. J'ai vu à travers la presse, parce que je sors d'une réunion au ministère de la Santé, puisque nous devons présenter demain à son Excellence le Président de la République a décidé de présider la réunion du Comité national de gestion des épidémies au Palais présidentiel.
dire aussi que l'alignement de l'État du Sénégal par rapport au risque très élevé qui a été décrété par l'Organisation mondiale de la santé, donc le dispositif monte ainsi d'un cran. Mais ce que je peux dire pour rassurer les Sénégalais, et je le dis à l'entame de mon propos, c'est que autant notre dispositif est monté crescendo, autant de nouvelles dispositions ont été prises. D'accord, mais est-il avéré que ce maire a été contaminé au coronavirus? Vous savez, en tant qu'officiel, je préfère avoir les informations officielles, et ces informations officielles nous parviennent soit de l'Organisation mondiale de la santé ou des autorités diplomatiques. Donc d'ici ce soir, nous aurons des informations officielles. Mais pour l'instant, permettez-moi de ne pas me prononcer sur une question que je ne maîtrise pas trop. Prudence donc du côté du ministère de la Santé sur cette information faisant état d'un maire contrôlé positif au coronavirus. La délégation sénégalaise qui a assisté au salon de l'agriculture de Paris est censée rentrer mardi. Nous étions en direct pour cette rubrique Le Diplomate avec Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé du Sénégal. Merci beaucoup, docteur. Ailleurs pour reprendre cette totale, nous commençons par Mbacké, une localité qui regroupe un très grand nombre de garages automobiles. Dans cette ville voisine de Touba, plusieurs jeunes s'activent dans ce domaine pour gagner leur vie. L'expérience acquise, l'ancien président du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, REVAS, encadre bon nombre de jeunes dans un secteur encore très informel. Cherfal plaide pour une industrialisation de cette activité. Gorandaklo l'a rencontré, reportage. S'il y a un métier qui a du souci à se faire, c'est bien celui des mécaniciens garagistes. À Mbacké, plus de 60% des jeunes s'activent dans ce milieu et aujourd'hui, la mise en niveau semble être indispensable pour des acteurs en majorité analphabètes, selon l'ancien président du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal. métier mi ñoo ngi ci yëngu waaye nag lépp ñàkki moyen la ñu def puisque bu ñu amoon ay moyens danañ mën a dépasser fii. Nous sommes dans un milieu où les moyens ne suffisent pas, car nous devrions dépasser cette étape. C'est un métier qui attire les jeunes et nous avons de l'expérience, mais l'État n'a posé aucun jalon pour nous soutenir. Nous travaillons avec nos propres moyens. Nous n'avons pas de financement ni rien et c'est le devoir de l'État d'accompagner et d'encadrer ce secteur. Nous financer la sax boo amul ko la garantie doo dem. waaw te nag liggéey balaa neex nga am doole joo mën a jënde matériel mën a am outillage bu doy. À cet effet, Baye Cheikh Fall lisse les maux dont souffre ce secteur qualifié d'informel. fii nu toll nii li nu manqué bari na manqué nañu matériel manqué nañu ay formation renforcement de capacité ñun ñi nga xamee ne ni bii dañoo âgé. Nous n'avons pas de matériel pour mener à bien le travail. La formation aussi pose problème. Certains jeunes doivent bénéficier d'une formation qualifiante. La plupart d'entre eux n'ont que des attestations que nous leur donnons et l'État devait faire cela pour encourager ces jeunes qui sont à la recherche d'emploi. bu defee ñu mën a am ay financement créer emploi parce que boo seetee Sénégal surtout sunu côté bii nga xamee région de Diourbel la li fi ëpp lépp ci liggéey artisan la. Un secteur informel qui réunit des milliers de soutiens de famille, d'où la nécessité d'industrialiser et de moderniser le secteur des mécaniciens garagistes. loolu fi mu ne jot na pour ñu industrialiser ko parce que wax dëgg yàlla bari na lu ñu manqué parce que. Il est temps d'industrialiser ce secteur car nous sommes nombreux à exercer ce métier et l'État devrait en profiter. Actuellement, nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies qui nécessitent aussi des connaissances. boo ko mënta faj ba mu jeexit da nga ko mën a faj ba mu dem ba àgg ci koo xamee ne ni kii kooku professeur lay doon bu ko mën a faj ba jàngoro ja jeex ci moom. Des pas vers l'industrialisation, oui, mais l'inertie de l'autorité étatique ne favorise pas cette ambition, selon Baye Cheikh. foofu moom dañu cee dem ba sonn parce que boobu Mamadou Talla fi nekk.
Nous avons entrepris des démarches pour rencontrer le ministre de l'Artisanat et de la Formation professionnelle, mais en vain. Et nous estimons que l'actuel ministre de l'Artisanat fera de notre secteur une de ses priorités. Qui nekk na ministre de l'Artisanat te xam na secteur artisanal liggéey na ci xaj na buñ diiree ak moom tuuti li ñu bëgg daañu ko am. Le métier de mécanicien garagiste nécessite l'accompagnement de l'État, selon l'ancien président du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, qui parle d'ailleurs de la création des milliers d'emplois pouvant générer des revenus. Destination la Mauritanie à présent, une vaste campagne de répression contre les faux médicaments est entamée depuis octobre dernier. Lors de la campagne électorale il y a 9 mois, l'actuel président de la République islamique avait promis de combattre la vente des médicaments contrefaits ou périmés. Un phénomène qui a pris une ampleur inquiétante dans le pays. Dès son investiture, Mohamed Cheikh Ghazouani a donné des instructions fermes à son ministre de la Santé. Plusieurs mesures ont été prises par la suite. Correspondance Hamadoullah Diagana. En Mauritanie, la mauvaise qualité des médicaments en vente dans les pharmacies du pays est notoire. Le constat est quasi général. La libéralisation du marché et l'avidité de certains Mauritaniens à se faire de l'argent rapidement, quitte à sacrifier les vies humaines, ont conduit à l'anarchie. Partout, des pharmacies ont poussé sans respect des normes d'ouverture et d'implantation adoptées depuis 2010, mais jamais mises en œuvre. L'actuel ministre de la Santé, Mohamed Nedhirou Ould-Hamid, a fait de la réforme du secteur de la santé son cheval de bataille. Et l'épineuse question de la lutte contre les faux médicaments est plus que jamais engagée. Pour ce faire, le nouveau staff du ministère de la Santé a tout d'abord procédé à l'inspection des pharmacies pour s'assurer de leur conformité à la réglementation en vigueur, à savoir notamment l'existence d'une autorisation d'ouverture et d'un pharmacien de formation, en plus de frigo pour la conservation des produits. Suite à cette démarche, des centaines de pharmacies et grossistes ont été fermées. Une valeur de 2,4 milliards d'ouguiya en médicaments a été incinérée depuis le début de l'opération. La fermeté affichée par le ministre et les mesures déjà prises à l'encontre des pharmacies ont été largement saluées par les Mauritaniens. En ce qui concerne les faux médicaments, il y en avait beaucoup dans les boutiques, les étalages, à la disposition des gens, les ambulants, un peu partout. Ça, c'est une très bonne disposition. L'État doit prendre des mesures comme ça, parce que sinon, c'est au risque de notre vie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Nous sommes très contents et nous encourageons ça. Nous encourageons cette décision. Le système sanitaire ici est confronté à de graves problèmes. Avec 500 ou 600 ouguiya, tu ne peux même pas te procurer un cachet de médicaments. D'autant plus, les pharmacies, tout ce qu'elles vendent, c'est du poison. Leurs médicaments sont de mauvaise qualité. Il vaut mieux aller se soigner au Sénégal ou ailleurs pour ceux qui en ont les moyens. Seuls les citoyens pauvres se soignent ici et ils sont victimes de ces faux médicaments. À Nouakchott, la capitale, le décor habituel autour des centres médicaux est méconnaissable. Occupé il y a seulement quelques semaines par les plus grandes pharmacies de la ville, grouillant de patients, les alentours des hôpitaux et dispensaires sont désormais déserts. Les pharmacies qui y pullulaient il y a peu de temps sont fermées. Une grande croix rouge sur leurs portes, signe qu'elles y ont été contraintes par l'administration. La réforme du secteur de la santé, notamment la lutte contre les médicaments falsifiés, reste une priorité pour le ministère de la Santé en Mauritanie. Plusieurs personnes soupçonnées d'importer illégalement des médicaments dans le pays ont été arrêtées. Le nouveau ministre a d'ailleurs interdit toute importation de médicaments sans autorisation express du département. La lutte contre les faux médicaments, cheval de bataille de l'actuel ministre de la Santé. Mais dans un pays comme la Mauritanie, où les pressions deviendront de plus en plus fortes et peuvent venir de tous bords, y compris de l'État, nous nous devons de poser la question. Le ministre tiendra-t-il et pour combien de temps? Cherna Diagana, ITV, Nouakchott. Le roi de la savane, le roi des animaux, le plus grand, le plus fort, face à la caméra d'ITV, vous l'aurez deviné, le roi lion. Il a fait l'actualité cette semaine quand un homme imprudent a voulu lui prendre une touffe de poils.
mal lui en a pris. La vidéo de la main du téméraire qui a failli se transformer en festin est très vite devenue virale. Que sait-on réellement du lion? Quelles sont les habitudes de cet emblème de la nature bien connu des Sénégalais? Un zoom signé Sofiaba Moussa Fall. Le lion, ce mammifère carnivore de la famille des félidés, est aisément reconnaissable à son importante crinière. Il accuse en général une masse moyenne qui peut être variable selon les zones géographiques où il se trouve, allant de 180 à 230 kg. Un mâle adulte se nourrit en moyenne de 7 kg de viande chaque jour contre 5 kg chez la femelle. Contrairement aux autres félins, le roi de la jungle vit en larges groupes familiaux. Le lion, c'est un animal, il est de l'ordre des c'est un carnivore qui appartient à la famille des félidés. Et c'est le seul animal de cette famille qui est grégaire. Quand on parle de grégaire, c'est-à-dire le seul félidé qui vit en groupe. Et les groupes, ça peut être des groupes de 3 à 30 individus, mais bien sûr caractérisés par une hiérarchisation. Il y a souvent un mâle dominant, c'est-à-dire il peut être un mâle dominant pendant un certain nombre d'années, mais à un moment, un autre peut venir conquérir la harde, comme on dit, c'est-à-dire le groupe. Au niveau de l'alimentation du lion, tout le processus de chasse semble être régi par une stratégie fine et bien développée. À vrai dire, c'est souvent la femelle qui va à la chasse. Mais si il se trouve que la proie est peut-être difficile, parfois il y a l'intervention du lion, c'est-à-dire le mâle dominant peut intervenir pour aider. Mais la chasse est menée par les lions parce que ça c'est peut-être l'instinct maternel. D'autant plus que quand la lionne, avant de mettre bas, s'isole du groupe. Donc quand elle s'isole du groupe, après avoir mis bas, elle peut rester 2 à 3 semaines avec les petits, cachés dans là où elle a mis bas. Donc de temps en temps, elle sort pour chercher de la nourriture pour les petits. Par nature un animal sauvage, le lion en cage est apprivoisé à travers des méthodes spécifiques en respectant un certain nombre de critères qui doivent être reconnus et appliqués par les professionnels du métier. Pour la domestication des lions, il y a encore, en Afrique, c'est pratiquement les gens de l'Afrique du Sud qui sont spécialistes en ça. Et ce que j'ai vu lorsque j'étais au Delta du Saloum, c'est que ce sont des lionceaux qu'on amène, ils ont en ce temps-là parfois la taille des chiots. Et vous remarquerez que les lions qui sont dédiés à la marche à Fatala ont souvent moins de 2 ans. Alors que la maturité sexuelle des lions, ça va au-delà de 2 ans. Donc si on dit qu'on fait la marche avec les lions, c'est-à-dire c'est avant leur maturité physiologique. Au-delà de 2 ans, souvent à Fatala, ils ne font plus les marches. Parce que là, ils sont déjà en train d'atteindre leur maturité physiologique. Les lions sont aujourd'hui menacés de disparition à travers le monde. Ils sont classés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sofiaba, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous vous êtes tenu à bonne distance du lion, ça on le sait. Oui, tout à fait. Mais pourquoi le lion impressionne tant et pourquoi il est si craint? C'est certainement ce qu'il représente. On sait qu'ici au Sénégal, déjà, c'est tout un emblème, c'est une représentation du pouvoir, de la force. Et pour nous aussi, on le retrouve un peu partout dans nos textes nationaux. Ouais. Alors je pense que c'est bien ça, c'est ce qu'il dégage, ce qu'il représente. Et c'est quand même un animal très imposant. Très majestueux. Très majestueux, exactement. Alors, à quel moment le lion atteint l'âge adulte et quelle est son espérance de vie? Alors, la maturité physiologique du lion, pour le mâle, elle est atteinte après 30 mois, ce qui veut dire 2 ans et demi. Et pour la femelle, c'est 24 mois, donc 2 ans. En ce qui concerne l'espérance de vie, à l'état sauvage, le lion mâle a une espérance de vie entre 7 et 12 ans.
en moyenne et la femelle entre 14 et 20 ans. Par contre, lorsqu'il est en cage et bien apprivoisé et surtout dans de bonnes conditions, il peut vivre jusqu'à 30 ans. Ouais. Peut-être ce lion qu'on a vu l'autre jour au parc de Hann. Oui, ça c'est un sujet à discuter parce qu'on ne sait pas si les conditions étaient bonnes pour lui. C'est un peu pourquoi on a vu un peu cette réaction qu'il a eue. Ouais. Alors, la domestication du lion est-elle toujours une réussite et comment l'assurer véritablement? Alors, on entend des experts comme le colonel Ndiaga nous l'a dit, qui précisent que pour la domestication du lion, il faut suivre un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères. Par exemple, il y a des critères de taille. Quelqu'un de moins de 1,50 m n'est pas autorisé à faire la marche avec le lion parce que le lion pourrait justement le confondre avec une proie. Donc, et ça se fait toujours avec un bâton. Donc tout ça, c'est des critères à savoir. Est-ce qu'on peut assurer véritablement la domestication? Non, parce qu'il faut se rappeler que c'est un animal sauvage par essence. Ouais. Donc non, mais ce qu'il faut, c'est le mettre dans des conditions excellentes et surtout lui donner beaucoup à manger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lion qui est rassasié n'attaque pas en général, mais celui qui a faim va être celui qui attaque. C'est pour ça qu'on se demande les conditions dans lesquelles les lions au parc de Hann sont. Ouais. Alors, le lion est déclaré vulnérable par l'UICN. Cela veut-il dire que c'est un animal en voie de disparition? Est-ce que le lion est un animal en voie de disparition? Non. Mais la baisse de sa population est quand même inquiétante. C'est pour ça qu'il est déclaré animal vulnérable. Et le dernier recensement nous montre qu'il y a 50 ans, ils étaient au nombre de 100 000 à travers le monde et aujourd'hui au nombre de 32 000. Donc la baisse de cette population risque de continuer si on ne tire pas vraiment la sonnette d'alarme par rapport à ça. Oui. Du fait de l'homme? Du fait de l'homme et du fait que beaucoup de l'habitat naturel du lion, la savane, a reculé de 75%. Beaucoup de lieux ont été transformés en pâturage, etc. Et en zone agricole aussi. Et il y a aussi bien sûr le braconnage et la chasse qu'on est en train de combattre qui baisse. Ouais. Il demeure tout de même ce lion, le roi de la savane. Exactement. Merci Sophie Abba, vous étiez venue nous parler de Sa Majesté le lion. C'est la fin de la totale. Notez votre rendez-vous ce soir, rendez-vous sportif. Malik Thiandoum et toute l'équipe de Omnisport. Merci à Mas Mboup et toute l'équipe d'ITV pour la réalisation de cette totale. Rédaction en chef Khalifa Diakhaté. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et bonne fin de semaine parce qu'elle est terminée. Au revoir.